communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu... Diana, je t'ai vu ici dans le direct. Bienvenue et merci d'être là. Tu m'as arraché un sourire et tu vas me le payer très cher. Parce que je vois donc que tu fais partie de ces paniers africains, mais je sais que c'est de bonne guerre. Tu es tout simplement venu pour me perturber, mais ça ne marchera pas. Ce que tu fais à Daouda Mohamed, ça ne marchera pas ici. Donc, calme-toi. Assois-toi confortablement et c'est un plaisir. C'est ça, essayons d'être très bref. Malheureusement, ce direct, il sera exclusivement en français. Exclusivement en français. Pourquoi, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi on l'a fait ce matin. Disons ce matin, la journée. Mais vous voyez, moi, c'est encore la nuit. Hein. Chez moi, ici, c'est encore la nuit. Et vous allez peut-être vous poser la question, bon, c'est pas la nuit. Quand je dis c'est la nuit, c'est encore la matinée. C'est pour tout simplement me marrer. C'est pour simplement se moquer de ces paniers africains qui étaient hier en train de savourer une victoire qui a été de très courte durée. Mais écoutons d'abord. Et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Voilà, honneur et fidélité à la patrie. Ça, c'était la déclaration qu'on nous a servie hier, 30 août 2023, au petit matin. Évidemment, ça couvait, hein, tout le monde savait que depuis les élections qui se sont déroulées le week-end, pour un pays de la superficie et à peu près celle de la Guinée, d'ailleurs c'est l'une des choses que vous devez savoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous qui êtes là, je ne sais pas vous êtes combien, c'est sûr qu'aujourd'hui on n'aura pas beaucoup de monde. Ibele Luma Misalmitikema, Diallo Hussaini Salmitama, qui encore j'ai vu ici. Comme j'ai dit, c'est un direct vraiment, ok, Alpha Omar Bari de Dogomé dit qu'on est 550. Païkounfoulawa ini nonanade. Ok, voilà, c'est l'essentiel. El Ajoumar Bal de Mombo, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quelle est l'heure chez vous. El Diarou Diallo, donc on va commencer le direct, on ne va pas tarder parce que Hadja Ousmane, merci beaucoup, merci d'être là. Comme j'ai dit, ce direct, il est plus adressé à ces
à ces orphelins. Il faut les appeler ainsi, c'est pas péjoratif, mais c'est le descriptif qui colle le mieux à ces personnes aujourd'hui qui font vraiment pitié. Ils font pitié parce que au moindre mouvement, ils jubilent, au moindre mouvement, ils se mettent à danser, ils se mettent à festoyer. Et après, ils se rendent compte qu'ils étaient sur une mauvaise piste. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est pas eux. Ce sont ces personnes qui se retrouvent malheureusement dans leur bateau, qu'ils embarquent à des destinations inconnues, parfois même sans capitaine à bord, sans gouvernail, sans aucune feuille de route. Je suis tenté de dire navigation à vue, mais navigation à vue, il faudrait d'abord parler de navigation. Ces gens n'ont même pas de navigation. Ils sont à la dérive. Vous savez, un bateau, lorsque le capitaine est décédé ou bien il est renversé par-dessus bord, servi aux poissons, et que les membres de l'équipage, personne ne sait conduire ou piloter le bateau, il se met finalement à la dérive. C'est le vent qui le dirige. Et il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. C'est ça la situation actuelle de ces panais africains. Pourquoi nous allons commencer comme ça notre direct et pourquoi d'ailleurs nous le faisons et pourquoi il est en français? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, il y a des choses qui se passent qui font que ceux qui ne savent pas se retrouvent finalement dans une danse dont ils ne connaissent pas du tout le DJ, ils ne se connaissent pas. En passant, faites du bruit, make noise, make real noise. Make noise, guys, make noise. Je vais être vraiment sérieux dans ce direct, mais c'est très difficile d'être sérieux parce que d'abord, pourquoi ce direct aujourd'hui, le matin avant celui du soir, c'est en réaction à ceux qui ont dit que Tola n'a pas parlé hier parce que ils ont reçu une honte, ils ont reçu une baffle, ils ont reçu une gifle pendant qu'ils sont en train de dire, surtout que la veille, j'étais en train de parler, j'étais en train de faire le décryptage de ce discours de M. Emmanuel Macron, qui disait que fini la récréation, et cela fait suite à la déclaration, disons, caustique de M. Tinibou, qui est le président actuel de la CEDEAO. Donc, si on met les deux ensemble et qu'au lendemain d'un tel décryptage, qu'il y ait un autre coup d'État dans la sous-région, pour ceux qui pensaient que c'est dans la sous-région, c'est sûr qu'on va dire, bon, écoutez, vous êtes en train de raconter du ragot, vous êtes en train finalement de nous emballer. Sinon, comment comprendre que votre président de la CEDEAO tape du poing sur la table, votre président de la France, parce qu'on estime que nous qui sommes en train de communiquer, nous sommes des laquais de la France, que celui-ci aussi tape du poing sur la table et que le lendemain qu'il y ait un coup d'État, alors que les deux n'ont rien à voir. Il convient donc, pour commencer notre direct, si toutefois vous m'entendez bien, d'apporter certaines précisions. Ces précisions ne vont pas à l'endroit de ceux qui sont en train de les entretenir, mais plutôt à l'endroit de ceux qui sont victimes de ces amalgames, de ces duperies, de ces tromperies. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a une jeunesse, voilà pourquoi nous avons parlé d'orphelinat, qui sont en quête de leader, qui sont en quête de leadership, qui sont en quête d'espoir. Et voilà que des gens sortent avec un concept comme dans les années 60, le concept de révolution, pour leur dire que désormais c'est le panafricanisme. Et le coupable idéal, c'est la France. Donc à chaque occasion, on profite pour dire c'est un collaborateur de la France, c'est la France elle-même, donc il faut les chasser. Et donc ces personnes qui ont vu un espoir, qui ont vu un leadership en ces personnes qui sont en train de diriger cette lutte qui est noble, il faut le dire, qui est une lutte à laquelle d'ailleurs nous adhérons, le panafricanisme, ont commencé à croire tout ce qui vient de ces personnes. Aujourd'hui, il faut mentionner 3 noms. Un certain Kémy Séba, une certaine Nathalie Yamb et un autre aussi qui est en train de faire mi-figue mi-raisin qui s'appelle Alain Foucault. Et la particularité, le point commun entre ces 3, c'est que tous ont des origines africaines, mais ils ont un ancrage européen. Ils ont été des produits de l'Europe,
basés en Europe pour la plupart, ayant participé à la propagande justement de ce colonisateur, parce que c'est aujourd'hui lui qu'on accuse, parce que si nous prenons le cas de Alain Foka, il était journaliste, il est toujours à ce que j'estime. Et il faisait partie de ceux-là qui venaient critiquer dans un premier temps les régimes africains, jusqu'à ce que finalement il change de fusil d'épaule et qu'il fasse une mue, il se transforme en autre chose qu'un journaliste. Aujourd'hui, il porte une voix et il porte un espoir. Donc, tous ceux qui ont vu en lui un journaliste crédible, donc donnant une information crédible et dénonçant aujourd'hui ce qu'ils estiment être leurs mots, ont immédiatement embarqué dans leur bateau. Le Kémy Séba, vous connaissez très bien, et d'ailleurs il y a un direct qu'il faisait tout à l'heure, qui m'a fait beaucoup rigoler, où après la joie et l'euphorie d'hier, ils se met finalement à menacer et à critiquer celui qu'ils étaient en train d'applaudir hier. Donc quand nous parlons d'orphelinat ou de perte de repères, c'est justement ces situations. Comment comprendre que lui qui disait avoir prévenu Ali Bongo de l'arrivée de ce coup d'État qu'il pensait être le leur, finalement se retrouve à critiquer ce dernier qu'ils étaient en train d'applaudir, aller jusqu'à le menacer. C'est parce que justement, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font. Et encore une fois, comme j'ai dit, ce ne sont pas eux le problème. Ce sont ces jeunes qui sont pris en tenaille, qui sont pris dans leur engrenage, qui se retrouvent finalement à mener une lutte qui n'a pas d'issue. Sinon, comment comprendre que justement ce qui était en train de festoyer hier, qui se trouve dans la zone ouest africaine, au Sénégal, en Guinée, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina, et qui disait que finalement la CEDEAO est une coquille vide, elle n'a aucune importance parce qu'elle n'a pas pu prévenir ce coup d'État. Guys, chers mesdames et messieurs, le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO. Le Gabon fait partie de ces pays de l'Afrique centrale. Ça ne fait pas partie de la CEDEAO. C'est un pays membre de la CEMAC, pas la CEDEAO. La CEDEAO, ce sont 15 pays. 16 si on y compte la Mauritanie qui a quitté, mais qui est resté un sympathisant de la CEDEAO. C'est pourquoi nous avons fait un descriptif des deux logos afin que vous puissiez faire la différence. Ça d'abord, c'est au prime abord, pour savoir qu'il y a deux organisations totalement différentes. Ensuite, nous vous avons donné aussi en termes de drapeau les pays qui composent l'une et l'autre. Autre détail encore important, c'est de savoir que de la même façon que la CEDEAO qui est composée de 15 pays, mais que les pays de l'Afrique de l'Ouest soient 16, il en est de même aussi pour la CEMAC. La CEMAC, ce sont 5 ou 6 pays si je ne m'abuse, mais les pays composant l'Afrique centrale, ça va au-delà de ça. Ça comprend d'autres pays aujourd'hui qui ne sont pas du tout en conflit. Et la particularité aussi de cette zone de l'Afrique centrale, c'est que ce sont des pays très riches, avec une densité de population très faible. Justement, parlant de ces deux, de la démographie et de la superficie, et parlant justement de richesse pour aller plus complètement et être à trois, il convient de savoir certaines choses sur le Gabon avant de venir à ce qui a attiré notre attention sur cette déception. Parce que vous avez vu le titre de ce direct qui ne doit pas être long, c'est qu'est-ce qui explique cette joie de courte durée de la part de ces panais africains, quels sont les enjeux et quelles sont les choses à savoir. Alors commençons par le commencement. La première des choses d'abord, après avoir levé ces équivoques, c'est de savoir que le Gabon, à l'image de ces pays africains de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, a aussi obtenu son indépendance dans les années 60, plus précisément le 17 août 1960. Vous comprenez que les années 60, ce sont les années des indépendances. Ce pays qui a la taille de la Guinée à peu près, avec 260 et quelques mille kilomètres carrés, n'a qu'une population à son indépendance de 400 et quelques mille habitants. Lorsqu'on sait que la Guinée, aujourd'hui, si nous parlons de la date de 2023, au moment où nous parlons, qui a 245 000 kilomètres carrés, a une population d'à peu près 14 millions d'habitants.
Donc, vous voyez l'écart, combien de fois c'est grand. C'est dire que la population actuelle, parce que nous avions parlé des 400 000 aujourd'hui qui se sont retrouvés à 2 300 000, c'est à peu près la population juste d'une ville de la Guinée, à l'occurrence Conakry. Donc, vous comprenez que c'est un pays grand en termes de superficie comparativement à d'autres qui sont petits, mais dont la population est très faible. Ajoutons aussi à cette faiblesse démographique la forte richesse du pays. C'est le pays au niveau de l'Afrique centrale qui est le premier sur un autre pays qui est immensément riche, la Guinée équatoriale. Vous savez, la Guinée équatoriale, c'est un pays très riche. Et dans cette zone, nous étions en train de vous dire que c'est une zone très riche. Vous avez la République démocratique du Congo, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez l'Angola, vous avez justement ce Gabon. Donc des pays où il y a une affluence de migrants, des pays où ça fait bon vivre. Pourquoi? Parce que c'est des pays dont la richesse est basée soit sur les produits forestiers ou bien sur les produits pétroliers, voire même gaziers récemment avec la découverte de certains produits gaziers. Donc, c'est un pays où, en termes de richesse, un habitant est aux alentours de 7000 et quelques, 7180 dollars. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui vient en premier sur la Guinée équatoriale, à peu près ex aequo, avec 7130 et quelque chose. Puis les autres viennent après. Et pour la population guinéenne, ceux qui savent que la Guinée part souvent en aventure en Angola, l'Angola est très loin du Gabon. C'est dire donc que le Gabon, c'est comme si on parlait de l'Europe au sein de l'Afrique. Voilà pourquoi justement à l'indépendance de ce pays, qui ne voulait pas du tout accéder à l'indépendance, l'avait obtenu contre la volonté de celui qui était à l'époque le gouverneur ou je ne sais, le préfet. En tout cas, c'était comme une France outre-mer. Et quand ils ont obtenu cette indépendance, le monsieur qui s'appelait un certain Mba, d'ailleurs ça a fait jubiler certains Guinéens qui ont cru lire Mba, parce que en Guinée, il y a une population dont le nom de famille c'est Ba. Parlant justement de population, ce pays faible en matière, avec une population très faible en termes de nombre, a une ethnicité composée de plusieurs ethnies. Une cinquantaine d'après les recherches que nous avons faites, mais divisée en 4 grands groupes ou 5. Et ce qui est particulier avec cette ethnicité du Gabon, c'est que si vous prenez les 4 grands groupes ethniques, il y a une ethnie en particulier qui rafle la mise et qui se retrouve à peu près le tiers de la population. Et ça aussi, ça donne une certaine ressemblance avec la Guinée. Cette ethnie, ce sont les Fang. Fang, ce n'est pas F-A-N, c'est F-A-N-G. Les Fang occupent 32% de la population du Gabon, suivi par 2 autres ethnies, mais la plus proche est à 15%, et celle qui suit après est à 12%. C'est dire que si nous partons sur l'exemple faisant un parallèle avec la Guinée, qui est composée de 4 régions naturelles, et ces 4 régions naturelles ont aussi 4 groupes ethniques, les Peuls, les Mandingues, les Soussous et les Forestiers, c'est à peu près aussi la même chose. Parce que si les Peuls occupent en termes de démographie le plus grand nombre la première place en termes de nombre, avec un pourcentage variant entre 38 et 45%, les Fang c'est 32%. Et donc, ceux qui suivent avec les 15 et ceux qui suivent après avec 12%, si vous faites la somme des 2 autres ethnies qui viennent après, ça ne peut toujours pas égaler les 32%. En d'autres termes, pour qu'en termes d'alliance ou bien de coalition ethnique, il faut qu'il y ait 3 ethnies pour pouvoir faire le poids ou pouvoir renverser la situation sur l'ethnie Fang. Et c'est justement ce qui est en train de se passer au Gabon. Cette ethnie, les Fang, malgré leur majorité, n'arrive pas du tout à accéder au pouvoir, sauf pour le premier. C'est lui qui était au pouvoir, le nommé Pierre ou je ne sais, Patrick Mba, était de l'ethnie des Fang. Et pourquoi ça? Pour faire ce parallèle avant d'attaquer justement l'enjeu, parce qu'il faut comprendre ces préalables avant d'aller
sur le vif du sujet et comprendre mieux ce qui s'est passé au Gabon et ce qui se passera dans les mois dans les semaines et mois à venir, c'est que cette ethnie majoritaire, très impliquée en termes de développement du pays, en termes d'intellect du pays, malgré ses atouts, n'arrive pas à accéder au pouvoir depuis que le premier qui est décédé et qui fut remplacé par celui qui après à l'époque Albert Bongo, devenu plus tard Oumar Bongo, avec une conversion, était en réalité son chef de cabinet. Donc ce chef de cabinet qui a accédé au pouvoir et depuis, voilà, quelqu'un dit Léon Mba, merci beaucoup. Je n'étais pas en train de regarder vos commentaires parce que ça aurait pu aider. La gouverne de ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, elle se nommait Léon Mba, pas Ba comme on l'écrit en Guinée, B-A-H, et de l'ethnie des Fang. Et depuis qu'il est décédé, c'est lui qui est venu après, et de l'ethnie des Mbeteke. Les Mbeteke, c'est l'ethnie d'Ali Bongo. Pourquoi nous sommes en train de donner tout cela? Et c'est là justement que nous devons faire une pause, afin que vous puissiez suivre un peu le fil de ce direct. C'est que après cette déclaration, il y a eu cet audio que nous vous invitons d'écouter. Bonjour à tous. Le peuple est en train de jubiler depuis ce matin, et c'est une bonne chose. Mais ce que le peuple ne comprend pas, c'est que c'est un simulacre de coup d'État, c'est un coup d'État arrangé. Soyons intelligents. Ce qui se passe, c'est que il fallait que la France trouve une sortie honorable à Ali Bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au Gabon. Si les élections étaient faites dans les normes, les résultats donnés dans les normes, et la victoire qui est revenue normalement en Dossa, la France devait perdre ses intérêts. Ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des résultats, parce que c'est trop facile. Écoutez, les résultats ont été donnés à 4 h du matin. Même pas 30 minutes après, je pense, on nous parle de coup d'État. Et comme par hasard, le fameux président réélu, qui serait réélu, n'est pas là, il est à l'étranger. Il y a eu un arrangement. Il y a eu un arrangement derrière, c'est trop facile. Là, je vois le peuple très content dans la rue, mais dans la rue également, les militaires sont réunis, il y a la GR, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police, et ils sont en train de parler comme des amis, ils ne se tirent pas dessus. Entre-temps, la GR est censée préserver leur président, et est censée protéger leur président. On a balancé leur président, ils sont tranquilles avec les autres militaires, ils sont en train de partager un goûter ou je ne sais pas trop quoi dans les rues, ils ne sont pas dans les casernes, les militaires sont là tranquilles comme des amis, comme si de rien n'était. C'est trop facile. Soyons vigilants. Ce qui se passe, c'est la victoire d'Ondossa qui a été volée par l'armée. Et l'armée est certainement soutenue par la France. Ce coup d'État est un simulacre de coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État arrangé pour voler la victoire du peuple. Tout le monde est content parce qu'Ali est parti au travers du coup d'État. Oui, mais Ondossa, il faut qu'il soit président de la République car c'est lui qui a gagné les élections. Mais ceux qui sont venus parler à la télévision, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que les élections sont annulées parce que c'est truqué, on dissout tout, l'Assemblée nationale, on dissout toutes les institutions, mais on ne nous parle pas de la victoire d'Ondossa. Donc, il fallait empêcher un soulèvement populaire qui réclamait la victoire d'Ondossa. Alors, ils sont passés par ce simulacre de coup d'État pour faire croire qu'on a renversé Ali. L'armée est là au pouvoir pour une transition. Mais quelle transition? On va parler de quelle transition alors que nous savons qu'Ondossa a gagné les élections. C'est Ondossa qui doit être président de la République et non pas une quelconque autorité qui va venir pour une quelconque transition. Ça n'a pas de sens du tout. Tout le monde est en train de jubiler, tout le monde est content, mais peu de personnes voient déjà cette analyse-là. Les médias, quand ils vont repasser, notamment les médias de la France, si vous voyez la France en train de justifier ce coup d'État, ça veut dire que la France était derrière, forcément derrière. La France ne voulait pas que le peuple se soulève, que le peuple réclame la victoire d'Ondossa. Quand Ondossa est au pouvoir, la France devait perdre ses intérêts. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils arrangent un coup d'État, façon. Voilà, coup d'État où on voit les policiers, ils sont là, ils sont en train de parler entre eux, les militaires entre eux, ils ne se tirent pas dessus, ils sont tranquilles, coup d'État, et puis on parle de transition. Quelle transition? Ondossa a gagné les élections. On parle de transition. Quelle transition? On parle de quelle transition? Arrêtons ça. On est en train de jubiler, c'est bon. Ali est parti, mais la France est restée. Et la France va mettre un autre pion. On doit réclamer la victoire d'Ondossa. Je vois les gens en train d'acclamer l'armée. L'armée a fait quoi? L'armée a battu campagne. L'armée est allée aux élections. C'est Ondossa qui a gagné les élections. Le peuple est en train d'acclamer l'armée. C'est pas l'armée qu'on doit acclamer. On doit acclamer Ondossa et réclamer la victoire d'Ondossa. Là, l'armée est en train de confisquer la victoire. Arrêtons de jubiler. On est en train de jubiler parce qu'Ali est parti. Mais derrière, vous ne voyez pas ce qui se passe. On verra la suite. Vous allez voir que les médias français vont certainement justifier ce coup d'État, donner des raisons, et ils vont venir, comme ce fut le cas au Tchad, comme on a fait avec le fils d'Idriss Déby. On est venu mettre tranquillement, Macron est parti pour aller acclamer ce fils-là, pour aller légitimer ce coup d'État, alors qu'il y a d'autres pays où il n'a pas légitimé le coup d'État. D'accord? Au Mali, ils n'ont pas légitimé le coup d'État, ils ont refusé ce coup d'État-là. En Guinée, ils ont refusé. Au Burkina Faso, ils ont refusé. Au Niger, ils ont refusé. Mais si au Gabon, il accepte le coup d'État,
Comme ils ont accepté au Tchad, c'est la France qui est derrière parce qu'ils veulent voler la victoire du peuple et ils veulent toujours préserver leurs intérêts. Ce qui importe, c'est pas seulement qu'Ali parte, c'est que la France également parte. C'est ce qui est important. Les gens jubilent pour l'instant, mais on n'a pas compris le piège qui est derrière, on n'a pas compris le plan qui est derrière. Ouvrons nos esprits. J'espère que l'opposition va réclamer la victoire d'Ondossa. Parce que c'est cette victoire qui doit être applaudie et non pas ce que les militaires sont en train de faire. Ce semblant de coup d'État. C'est n'importe quoi. Voilà. Hier, je n'ai pas fait de live pendant qu'ils étaient en train de nous tympaniser, ces panais africains, tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore étudiant. À côté de mon activité professionnelle, qui est celle d'un gérant d'une très petite entreprise, je suis encore au banc. Et il se trouve que ces cours que je suis en train de suivre, des cours en ligne, je dois rendre mes devoirs au plus tard le mercredi. Donc le mercredi, je suis super occupé. Et donc pendant que les commentaires venaient du genre « vous êtes silencieux parce que justement vous avez une honte, vous avez perdu la face et tout ceci, patati patata », nous on était dans notre petit coin, très calme, très silencieux, parce qu'on savait que vous alliez pleurer. Vous qui étiez en train de danser hier, vous alliez pleurer. Parce que justement vos guides, ce sont les Kémy Séba qui se renseignent parfois même à travers nous. Quand il y a eu ce coup d'État, les premières informations qu'ils avaient données sur leur plateforme d'information de propagande, c'était qu'Ali Bongo a été victime de coup d'État, mais qu'il a été en fuite et qu'il serait déjà au Maroc. Parce que c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Connaissant le lien entre Bongo et le royaume chérifien, ils déduisent, ils présument et ils jettent ça sur la figure de ceux-là qui voient en eux des personnes crédibles et qui ont cru. Il a fallu la déclaration des putschistes que vous avez écouté, qui ont dit qu'il est en résidence surveillée pour que finalement ils font un rétropédalage et qu'ils disent des informations non concordantes venant de tel et tel, la même pichenette habituelle. Finalement, ils se décrédibilisent. Mais il continue toujours de dire, voilà, nous avions prévenu cela, il n'a pas compris, voilà maintenant ce qui est arrivé pour faire croire qu'ils étaient de mèche avec ces putschistes. Alors que ça n'est faux. Ils n'ont aucune assise, aucun lien avec ces putschistes. Vous comprenez par là justement que quand il y a un coup d'État, ces gens qui vous font croire aujourd'hui que ce sont eux les maîtres à bord, ce sont eux d'ailleurs les architectes de ces coups d'État, ce sont eux qui font ceci, font cela, ne sont en réalité que des usurpateurs de titres et des profiteurs de situation. C'est quand il y a le coup d'État qu'ils se précipitent pour entrer en contact avec ces putschistes qui sont en charge, en quête de légitimité, d'audience et de soutien. Ils leur proposent gratuitement et bénévolement leurs services. Parfois, ils acceptent avant de les mettre en contact avec leur mandat. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Écoutez, donc, nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passera. Et nous aimerions vraiment que vous nous écoutiez avec une attention soutenue, mais aussi avec intelligence, sans aucune émotion. Parce que justement, ils profitent de vos émotions, le fait que vous soyez tellement volontaire, tellement optimiste, à vouloir que cette France-Afrique parte pour vous vendre parfois des chimères, pour vous faire des fausses illusions. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Nous étions tout à l'heure en train de vous expliquer qu'un pays qui a eu son indépendance en 1960, et aujourd'hui nous sommes en 2023, donc 63 ans après, n'a eu, figurez-vous, que 3 présidents, dont les 2 derniers, c'est la même dynastie, la même famille, le clan Bongo. Ce clan Bongo, en lui seul, sur les 63, totalise 60 ans de règne. Ce qui veut dire que celui qui a été le premier président et qui ne voulait pas du tout à ce que son pays soit indépendant parce que lui, il préférait rester sous protectorat français pour des questions idéologiques et stratégiques, n'a gouverné que pendant 3 ans, tout au plus. Imaginez donc un pays immensement riche, avec sur le compteur 63 ans d'indépendance, mais que ce pays ne connaisse que 2 présidents sur les 60 ans. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ce président qui vient d'être débarqué a 55 ans.
Ce qui veut dire que lui, il est né pendant que son père était déjà à la fin d'un mandat. Si nous partons sur la moyenne des mandats africains, c'est 5 ans. Donc, il est né pendant que son père terminait son premier mandat, si c'était un pays démocratique, multipartite, sauf que justement, parlant de multipartisme, son père avait opté pour le monopartisme qui était à l'époque en vogue. C'est que chaque pays qui accédait à son indépendance faisait à l'image de ses partis communistes le parti-État, le parti unique où tout le monde doit venir, tout le monde doit supporter le pot de fleurs et pousser le pays vers l'avant. C'était l'idée qui était vendue. Justement, pour revenir à ce clan Bongo, c'était le symbole de cette France-Afrique, si toutefois on devait parler de France-Afrique. Il a 64 ans. Quelqu'un dit ici qu'il a 64 ans. Bon, c'est mois d'août et nous sommes au mois d'août. Le pays a eu le 17 du mois d'août son indépendance. Bon, qu'à cela nous tienne pour ne pas perdre le fil. Revenons à ce qui explique justement ce changement, mais pour le comprendre, il faut d'abord comprendre l'histoire de ce petit pays immensément riche. Riche pourquoi? Parce que justement, ce pays, contrairement à ceux qui sont en train aujourd'hui de jubiler, n'a pas voulu complètement rompre avec l'ancienne colonie. Ce qui explique que le Gabonais s'estime d'ailleurs européen plus que africain. Et parmi les Africains, le Gabonais estime que tous ceux qui sont venus migrer chez lui à la quête de pitance et à la quête du bon vivre sont des Maliens. C'est comme ça que les Gabonais appellent Guinéens, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, tous ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest à la quête du bien-être, on les appelle les Maliens. C'est comme ça qu'ils les appellent. Pourquoi? Parce que ce sont les Maliens qui ont fait en premier lieu la migration vers le Gabon. Et il faut aussi noter une certaine courbe, c'est qu'au moment de l'indépendance, le pays ne comptait que 400 000 habitants. En 1970, entre 1960 et 1980, le pays a bondi en termes de population de 200 000 habitants. En 20 ans, 200 000 habitants. Ce qui est une moyenne de 100 000 habitants par décennie. Et à partir de 1980, ces 100 000 ont doublé, donc de 1980 à 1990, donc en autre 20 ans, plutôt de 1980 à 1990, le bond a été de plus de 200, à peu près 250 000 habitants. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1980, date à laquelle les coups d'État ont refait surface dans la sous-région, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, c'était l'époque des coups d'État. Donc ces populations qui avaient du mal à vivre dans leur pays ont décidé, sachant que pour les premiers qui sont venus entre 60 et 70, ont appelé leurs proches et leurs parents pour leur dire qu'ici ça fait bon vivre, donc venez. Saviez-vous que dans les années 80, les Gabonais n'avaient pas besoin de visa pour venir aux États-Unis en France? Ils n'en avaient pas besoin. Il suffisait tout simplement de prendre une pirogue d'une berge à une autre et après prendre l'avion à partir de cette ville-là pour aller se retrouver aux États-Unis sans aucun visa. C'était l'époque où justement les West-Africains transitaient par le Gabon pour se retrouver en Occident. À peu près comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Nicaragua, sauf que ils résidaient pendant un certain temps, travaillaient jusqu'à avoir certains documents qui pouvaient attester qu'ils étaient Gabonais. Et c'est avec ces documents qu'ils se retrouvaient dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on estimait que le pays est immensément riche pour ne pas que sa population se retrouve à faire de l'immigration clandestine. Voilà la logique des Occidentaux. C'est-à-dire qu'un pays, plus il est prospère, plus il y a une stabilité politique, économique, plus ce pays-là a de fortes chances de pouvoir être accepté en Occident. Et plus, au contraire, le pays est pauvre, plus le pays a une instabilité, plus les populations occidentales ferment les portes à ces ressortissants de ces pays, estimant que s'ils viennent, ils vont apporter avec eux leur lot de malheurs, banditisme, vagabondage et tout ce qui s'ensuit. Donc, continuons au niveau de cette remarque de la courbe de l'augmentation de ces populations aujourd'hui à 2 300 000. Comment ces 2 300 000 qui étaient en 1960 de seulement 400 000 ont augmenté de manière exponentielle? C'est parce que justement,
les 2 premières décennies après l'indépendance, l'augmentation était de 100 000. Mais à partir de 1980, date à laquelle il y a eu les rébellions, il y a eu les coups d'État et toutes les instabilités et les épidémies dans la sous-région ouest africaine, les populations ont migré vers le Gabon, vers l'Angola, vers la Guinée équatoriale, ces pays où il faisait bon vivre, plus particulièrement, puisque nous parlons aujourd'hui du Gabon. L'augmentation est montée crescendo de 100 000 à 250 000. Donc, de 1980 à l'an 2000, l'augmentation était de 250 000 habitants chaque décennie. Et à partir de 2000, cette augmentation encore est allée exploser pour atteindre un record. Aujourd'hui, en 2023, on estime qu'en 2050, la population du Gabon sera de 2 700 000 habitants. Vous comprenez donc combien de fois c'est un pays très prospère où la population est en train d'augmenter alors que cette natalité n'est pas forcément en train de suivre. C'est parce que justement c'est un pays où il fait bon vivre. Malgré tout, malgré qu'on estime que c'est l'un des pays africains les plus riches, sa véritable richesse dépasse de loin ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que toutes les richesses sont concentrées aux mains d'un clan. C'est ce clan Bongo et tout son entourage. Et tout à l'heure, nous avions parlé de France-Afrique. Justement, si on combine tout cela, les combine entre le dirigeant qui est sur place, qui bénéficiait du soutien de l'Occident, et l'Occident aussi qui ne voulait pas du tout perdre cet autre endroit qui est comme une sorte de France d'outre-mer, parce qu'il faut parler de cela, il y a eu cette complicité entre les deux. Jusqu'à ce qu'un président qui s'appelle Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Celui-ci, d'abord, dans ses promesses de campagne, disait qu'il fallait mettre fin à la France-Afrique. Retenez très bien cette promesse, parce que justement, aujourd'hui, il y a ce narratif qui est en train d'être servi à ces populations jeunes qui ne savent pas du tout c'est quoi la réalité de la politique, pour leur dire que leur malheur, c'est la France. Et cette France est incarnée par Emmanuel Macron. Donc, à chaque fois, même quand il y a une tornade dans une zone donnée, on dit que c'est la France. Remarquez très bien le désespoir et le désenchantement que ces gens-là ont eu lorsqu'ils ont vu que dans les rues du Gabon hier, il n'y avait pas du tout une population en liesse qui brandissait des drapeaux russes comme c'était le cas, ou bien des drapeaux français qu'on déchirait. Grande a été donc leur déception, après avoir pensé que c'était encore un autre coup d'État pour dire merde à la France, ils ont vu que ce n'était pas le cas. Alors ça déjà, c'est sur l'explication de cette déception. Parce que qu'est-ce que ces gens-là attendaient? Leur coupable idéal aujourd'hui, nous avons dit que c'est la France. Or, cette France-là aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, est venue avec une nouvelle politique. Cette politique qui consiste justement à quitter l'Afrique de manière progressive, même ces bases militaires dont il parle. L'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était justement que c'est le rappel de ces armées qui devaient quitter le Mali de manière progressive et donner la charge à l'armée locale de pouvoir gérer le problème sécuritaire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De manière injuste, on est en train de lui coller le contraire de ce qu'il le contre-pied de ce que lui il est en train de faire. En d'autres termes, ce coup d'État, pour faire simple, quand M. Emmanuel Macron a fait sa visite l'an dernier, sa tournée africaine où il a visité justement le Congo, le Gabon et encore un autre pays que j'ai oublié qu'il avait visité, lors de son séjour au Gabon où il avait justement où s'était entretenu avec cette diaspora française qui est fortement présente au Gabon, parce que vous avez même toute une cité au Gabon qui est occupée rien que des Français qui sont en train de vivre là comme s'ils étaient en France. Et donc, dans le cadre de cette protection de l'environnement, et vous savez que le Gabon est aussi un poumon environnemental mondial, il est venu justement pour parler de cette forêt. Et vous aviez suivi la polémique à l'époque
qui était entretenu autour de son discours qu'il avait tenu dans une des zones, dans une des forêts là-bas, où certains avaient estimé qu'il était là-bas en conquérant, qu'il était là-bas en tant que colonisateur. Ça rappelait justement ce colon qui était dans les forêts amazoniennes ou dans les forêts équatoriales avec sa pipe, son chapeau comme celui de De Gaulle et qui s'exprimait avec l'éléphant derrière et ses colporteurs qui sont là. Ça, c'est le narratif, ça, c'est la manipulation qui est en train d'être faite. Ou justement, au cours de cette rencontre qui avait été jugée comme étant celle du soutien futur à monsieur Ali Bongo fils, et vous entendez par là que le père, après avoir cassé la pipe, c'est son fils qui est venu au pouvoir et c'était aussi le projet de ce dernier qui a été débarqué, alors qu'on parle de démocratie, alors qu'on parle de multipartisme. Ce monsieur, et nous allons terminer par expliquer justement cette alliance ethnico-familiale entre l'opposant Ping et l'opposant Ossa et ce colonel et le président déchu, vous allez comprendre en réalité et comprendra celui qui comprendra ce que nous avons voulu que vous puissiez comprendre. Justement pour revenir à l'explication, c'est que lors de son séjour, M. Macron, et c'est une révélation certainement qui n'a pas été dite dans les journaux, c'est qu'il avait profité pour conseiller son ami, pour lui dire ne t'engage pas sur ce terrain, de te présenter de nouveau alors que tu peux toujours maintenir ton parti et présenter un autre candidat et céder la place. Comme ça, tu auras préservé à ton pays beaucoup de crises et ensuite aussi tu auras marqué ton temps et tu auras fait oublier que votre famille pendant 6 décennies était là sans partage. Ce que Ali Bongo n'avait pas accepté. Ensuite, il a contre-proposé alors que son fils puisse être présenté comme dauphin, ce que Emmanuel Macron a également déconseillé, lui rappelant que c'est la même chose qui a été faite et donc il n'y a pas de rupture. Or, l'une des missions ou l'un des objectifs de M. Emmanuel Macron, c'est justement de rompre avec ces pratiques qui consistent à tripatouiller les élections, ces pratiques qui constituent à faire cet immobilisme des présidents, cette pratique qui consiste à faire de l'ingérence dans les affaires internes des pays. Lui, son objectif justement, c'est qu'il n'y ait pas de paternalisme comme il dit, mais il n'y ait pas aussi du laisser-aller, c'est-à-dire que puisque les crises africaines aussi impactent les pays européens, il faut toujours aussi avoir un œil regardant sur ce qui se passe dans le monde, mais sans pour autant venir interférer dans les affaires internes du pays. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé entre les deux. Il l'a dissuadé, il l'a conseillé, trouvant qu'il n'est pas en train de comprendre, il est rentré, laissant le soin au monsieur. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Cette maladie aussi a été évoquée entre les deux, où lui a expliqué qu'avec cet AVC, ça complique encore sa tâche et donc ne force pas du tout la situation. Une raison de plus pour que tu te consacres à ta santé et que tu puisses présenter une autre personne, mais qui ne soit pas ton fils. Donc vous comprenez par là que la France n'a rien à voir avec ce qu'est en train de faire Ali Bongo et vous allez le comprendre plus tard dans les preuves que nous allons vous donner ici, qu'est-ce qui justement prouve ce que nous sommes en train de vous dire. Et entre-temps, dans le palais et dans le pays, il y a ces questions ethniques, il y a ces questions de jeu d'alliance, il y a ces questions d'intérêt. Ces intérêts, il y a qu'une famille, justement, qui a été pendant plusieurs années au pouvoir et qui est en train de pomper les richesses du pays et à les siphonner de la manière la plus sauvage, il faut le dire, et est en train de mener une vie ostentatoire. Ces armées qui sont en train de regarder, et c'est là où que vous allez trouver encore une autre similitude. C'est que M. Albert Bongo, à l'époque devenu plus tard Oumar Bongo, était le chef de cabinet du premier président du pays. Lorsque celui-ci est décédé, c'est Oumar Bongo qui est venu. Donc, tout à l'heure, nous étions en train de vous expliquer que la première ethnie à prendre le pouvoir, c'était les Fang. Et lui, Oumar Bongo, Albert Bongo, devenu Oumar Bongo, était de l'ethnie des Bateke. Donc, vous voyez, les Bateke et les Fang se sont partagés le pouvoir. Ils se sont donné, en fait, une passation. Ils se sont fait une passation de pouvoir d'une manière
pacifique et d'une manière douce, sans qu'il y ait de fusion de sang. Justement, l'opposant André Ossa, avec lequel Ali Bongo est allé aux élections, était cet enfant. Donc, le scénario de l'indépendance est revenu, mais autrement. C'est-à-dire que là, on parle d'un Bateke qui devait céder le pouvoir à un fan, parce que c'est ce qui s'était passé. Mais sauf que, avant cette élection, il y avait une élection en 2016 où il y a eu un métis Jamping qui était en train de croiser le fer avec M. Bateke. C'est sûr que M. Métis n'est pas entièrement, on va s'entendre entièrement un Gabonais, et le Gabonais il est tellement fier qu'il ne se considère pas comme étant un Africain comme les autres Africains. Et parmi aussi les Gabonais, il y a aussi ceux qui estiment être plus nobles que d'autres. Donc un Jamping qui a aussi des origines asiatiques ne pouvait pas forcément avoir le même soutien. Ce n'est pas fortuit pourquoi on insiste sur cet aspect-là des jeux d'alliance et des passe-passe qui ont eu lieu au palais ces derniers temps à partir de 2016, pour être plus exact, pour ne pas dire à partir de ce week-end dernier. C'est que quand il y a eu les élections où Ali Bongo avait perdu en 2016, il n'y a pas eu de soutien. Pourquoi? Parce que le challenger d'Ali Bongo n'était pas entièrement un Gabonais. Donc, aux yeux de l'armée, aux yeux de la population, ça ne valait pas du tout le coup de forcer la situation parce qu'après tout, au moins, lui, on connaît sa famille, on connaît ses origines, on connaît aussi ce que son père a fait pour ce pays-là. Donc, malgré le fait que Jamping, à l'époque, qui s'était déclaré lui aussi vainqueur, qui était même allé jusqu'à former un gouvernement parallèle qui s'adressait à la nation, à chaque fois que l'occasion se présentait, avec le drapeau du Gabon derrière, a trouvé qu'il était en train de prêcher dans le désert, qu'il était en train de faire un coup d'épée dans l'eau. Finalement, il abandonne. Sauf qu'à partir de ce moment, l'opposition gabonaise, voyant cette dérive, a commencé à se préparer à l'abri des regards, indépendamment de la France. Et ça, c'était bien avant que lui, Emmanuel Macron, n'arrive au pouvoir. Donc, cette prise de conscience de la part des Gabonais qui ont dit qu'il faut prévenir, mieux vaut prévenir que de guérir, ont commencé à s'entendre entre eux pour pouvoir arracher ce baobab. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer que la plus grande ethnie, les Fang, qui occupe 32% de la population en termes de nombre, sont suivis par deux autres ethnies dont la plus proche est à 15% et la troisième est à 12%. Et vous voyez que les deux réunis, on est à 39 à 29%, alors que la plus grande, si nous partons de manière ethnique au vote, et c'est la réalité africaine, elle est à 32%. Donc il faut le 3 contre 1 pour pouvoir faire poids si toutefois on doit aller. Et ne perdez pas le fil que il ne s'agit pas de combattre les Fang, il s'agit tout simplement de donner force aux Fang. Sauf que le pouvoir qui est là était toujours en train d'utiliser les trois autres ethnies contre celle-là qui était majoritaire mais qui ne peut pas du tout faire le poids face aux autres. Et c'est de cette ethnie, justement, cette ethnie qui a été très démocrate en laissant le pouvoir à une autre de manière respectueuse, on l'empêche et on fait toujours en sorte qu'elle soit celle qui occupe les grandes villes en termes de mairie. Donc les maires sont issus justement de cette ethnie, la richesse elle est détenue par cette ethnie, les intellectuels c'est cette ethnie, les cadres c'est cette ethnie, la noblesse en un mot c'est cette ethnie, les vents. Sauf que on dit dans le commun des mortels, dans l'esprit, dans l'opinion des Gabonais, que si toutefois on leur remet le pouvoir de nouveau, on ne pourra pas du tout retrouver le pouvoir, on ne pourra plus du tout arracher le pouvoir. Alors que pendant 60 ans, le pouvoir est détenu par une ethnie. Et surcroît par la même dynastie, la même famille. Vous voyez combien de fois, nous, Africains, on est très facile à manipuler. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vendre comme peur à ces ethnies est effectivement ce qui est en train d'être fait par ceux-là qui sont en train de vendre cette idée. C'est-à-dire que ne laissez pas ces femmes venir parce que s'ils viennent, et pour ceux qui sont de la Guinée, vous comprendrez la logique de ce que nous sommes en train de faire là, en termes de développement, parce que ce qui est arrivé là en 2023 aurait pu se faire en Guinée en 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections tronquées, truchées, il y a eu un coup de force, il y a un changement de constitution dans le but de se maintenir. Mais pourquoi à l'époque les Mamadi Doumbouya n'avaient pas fait la même chose pour stopper M. Alpha Condé? Ils ne l'ont pas fait pour la bonne et simple raison, pour la mauvaise et simple raison, que justement
le militaire qui était au sein de l'armée, qui est de la même ethnie que M. Alpha Condé, voyait très mal que si toutefois ils rabattent les cartes, que ce soit Cellou Dalein qui revient. Donc ils ont attendu qu'on dise que la pilule est passée, qu'on dise que le troisième mandat est acté pour revenir maintenant faire le coup d'État. Vous voyez donc que l'armée guinéenne, contrairement à ce qu'on est en train de vous vendre, parce que c'est ça en fait que nous avons voulu ressortir dans ce direct, de comprendre que Mamadi Doumbouya n'est pas du tout sincère. Parce que malgré qu'aujourd'hui, ce coup d'État au niveau du Gabon qui a remis les compteurs à zéro, qui dit que les résultats et les élections, tout est annulé, même si la logique voudrait qu'on donne le pouvoir à ce monsieur qui est de l'ethnie des Fang qui a gagné les élections, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mais au moins, cette fois-ci, avec cette durée de transition qu'ils ont proposée, ils vont donner la chance à Jean-Ping de revenir, ils vont donner la chance parce qu'il fallait une coalition pour tout simplement barrer la route à Ali Bongo. L'objectif, ce n'était pas du tout de gagner les élections, comme aussi l'objectif de Cellou Dalein, c'était de mettre à nu la forfaiture de M. Alpha Condé. C'est la même chose. Diront donc que la Guinée a inspiré le Gabon, même si certains ne trouveront pas le lien, mais nous, dans cette explication, nous vous montrons les liens. Donc revenons encore sur le jeu d'alliance afin que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer dans la sous-région. Vous excusez ici, mon téléphone s'est verrouillé pour les notes. Donc j'étais en train de vous dire que Ali Bongo est de l'ethnie des Bataké. Jean-Ping était métis, l'opposant à Ali Bongo c'est un Fang, donc de la même ethnie que celui qui avait donné le pouvoir, sauf que le colonel étant lui aussi Fang, donc de la même façon que Alpha Condé et Mamadi Doumbouya de la même ethnie, là aussi au Gabon, le colonel est de la même ethnie que l'opposant vainqueur, mais qui a été déclaré comme étant le perdant. Ce que vous devez savoir, ceux qui sortiront pour dire qu'il l'a fait parce que le victorieux cette fois-ci, contrairement à celui de 2016 et de son ethnie, ce n'est pas ça. Ce que vous devez savoir avec ce colonel, c'est que bien qu'il soit de l'ethnie des Fang, son côté maternel est de l'ethnie des Bataké. Donc il est lié aussi avec Ali Bongo. Donc de sa mère, il est de l'ethnie de Ali Bongo et de son père, il est de l'ethnie des Bataké. Donc lui, en réalité, il est le pont entre les deux ethnies qui sont en train de se disputer le pouvoir. Et aussi, la particularité de ce colonel, c'est que justement, il a grandi au sein de la famille des Bongo, au sein aussi des rouages aussi de l'administration Bongo. Comme à l'image de Bongo Père, qui était aussi le chef de cabinet du premier président. Donc, vous voyez, l'histoire est en train de se répéter. Pourquoi toutes ces explications? C'est pour répondre à ceux qui sont en train de dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Mais en même temps aussi répondre à ceux qui sont en train de spéculer en premier lieu et dire que c'était un coup d'État contre la France. En somme, il ne s'agit ni d'un coup d'État de la France, ni d'un coup d'État contre la France. Il s'agit tout simplement d'une logique de l'histoire qui est en train de s'opérer de manière locale, de manière indépendante, indépendamment de la géopolitique internationale et de l'implication de la France, qui est en train de s'opérer. Donc, ce colonel aujourd'hui qui va faire la foudre, subir la foudre et qui va faire l'objet d'attaques de la part de ces panais africains, va les décevoir parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a observé pendant plusieurs années ce qui est en train de se passer dans son pays, sachant très bien que son ethnie empêchait d'aller au pouvoir. Donc, de la même façon aujourd'hui, pour faire simple, c'est comme si aujourd'hui un peuple de la Guinée décide, voyant le blocage et tout le narratif, toutes les accusations faites à son encontre et à l'encontre de son ethnie, toutes les attaques, tous les empêchements pour ne pas qu'il accède au pouvoir, il décide d'appartenir à la famille de ceux-là qui sont en train d'entretenir ces narratifs et ces accusations contre lui. Il fait son petit bonhomme de chemin, comme l'avait fait Moïse avec Pharaon. Il grandit au sein de l'armée, à gravir toutes les échelons, à se faire son petit carnet, jusqu'à comprendre le mal. Et un jour, il décide en fait de mettre tout à l'arrêt. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, ça répond à la première et à la deuxième question. Pourquoi les panafricains ont été déçus?
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2016, les Gabonais étaient en train de se préparer. Il y a eu donc la formation, comme l'avait fait aussi l'UFDG en 2020, en distribuant des kits électoraux, des tablettes pour surveiller les élections, afin que justement la fraude puisse être décelée et justement que les preuves puissent être apportées. Et l'autre chose encore qu'ils ont faite, c'est que celui qui organise les élections, dont j'ai oublié le nom, a aussi été de mèche. Enfin, certains de son administration ont été de mèche. Et consigne lui avait été donnée justement de matérialiser tous les échanges entre lui et le clan Bongo. Parce que il convient de noter que ce n'est pas du tout Bongo qui a organisé cela. Bongo était aussi l'autre otage de cette mascarade. Bongo, depuis un certain temps, était victime en fait de cette pression de ce clan qui ne voulait pas du tout qu'il quitte le pouvoir. Parce que d'après certaines indiscrétions, à la sortie de sa rencontre avec Emmanuel Macron, qui lui avait expliqué cette fougue et cette dynamique de la jeunesse qui n'entendra pas du tout, le nouveau vent qui est en train de souffler en Afrique ne le laissera pas du tout, alors la meilleure idée serait pour lui de sortir honorablement. Il avait consulté certains de ses conseillers pour leur faire part justement de son intention de céder la place à son fils. Mais puisque ce clan-là, justement, et vous avez compris que ce Nourdine qui a été aussi arrêté, à qui on a collé des accusations de haute trahison, de faux usage de faux, falsification de documents, et quoi encore, atteinte à la sûreté, trafic de drogue et tout cela, c'est une façon de mettre des charges lourdes contre la famille afin qu'elle puisse s'occuper de ses oignons, le temps de pouvoir mettre de l'ordre dans la maison. Donc la balayer, comme l'avait dit un certain Robégué. C'est sûr que c'est difficile de structurer cette sortie, mais vous allez comprendre finalement en mettant les choses ensemble que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une préparation, il y a eu de la surveillance, et ce candidat unanime de l'opposition savait très bien que ce coup d'État allait venir, et ne me demandez pas comment il le savait. C'est la preuve en est que quand il y a eu les résultats, il a profité du peu d'Internet qu'il y avait parce que l'Internet était coupé. Et l'une des preuves justement du désaccord entre l'Occident et Ali Bongo, c'est qu'il a organisé ses élections et sachant qu'il allait faire un hold-up électoral, il a décidé de le faire à l'abri des regards. Il n'a pas convié les observateurs internationaux, étrangers. Il n'a pas du tout convié la presse étrangère. Il a phagocyté tous les médias qui sont sur place. Il les a caporalisés. Ensuite, après avoir aussi coupé l'Internet, il a aussi fait autre chose. Encore, c'est que les fonctionnaires aussi ont été mis aussi à contribution pour justement faire passer sa forfaiture. Malgré cela, parce qu'il y avait une très bonne organisation, ce candidat unanime de l'opposition, dont l'objectif et dont la mission était tout simplement de participer aux élections et de battre messieurs aux urnes, parce que c'est ce qui allait servir pour que justement la population puisse réclamer le départ de monsieur Bongo et que l'armée vienne soutenir ou vice-versa. Dès la fin des élections et dès après avoir fait sa vidéo, il est sorti du pays. Ce qui explique justement que l'objectif n'était pas qu'il gagne. Donc, à ceux-là qui sont en train de sortir pour dire réclamer la victoire de Ambi Bongo Oza, ce n'est pas ça son objectif. Et vous avez entendu la déclaration de Jiang qui est en train lui aussi de mettre de l'huile sur le feu, qui est en train de dire que voilà, c'est ceci, cela, c'est ceci, cela, c'est une révolution de palais, c'est un changement de piste, c'est un pion de la France, c'est ceci, cela. C'est parce que justement ils sont en manque d'idées. C'est parce que tout simplement ils sont en manque d'arguments. Ce que nous vous avons dit là, les preuves sont là et vous allez écouter la déclaration justement d'Ali Bongo. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. Really? I'm thanking you. 5 fois. Il a dit 5 fois. Thank you. Make noise. Bonjour à tous. 5 fois.
Make noise. Make noise. Make noise. Make real noise. Vous vous êtes certainement posé des questions. Le Congo, ce n'est pas une ancienne colonie anglaise. Omar Bongo, même à l'entendre parler cet anglais, on sent très bien que ce n'est pas sa langue habituelle. Il parle comme si c'est un Libérien qui est en train de parler, et ce n'est pas du tout péjoratif contre les Libériens. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de parler l'anglais. Habituellement, Ali Bongo s'exprime en français. Et pourquoi cette adresse en anglais? Ça aussi, ça devait attirer l'attention de ceux-là qui sont en train d'accuser la France à tort et à travers de son implication. Pourquoi celui-là qu'on estimait ou qu'on disait à tort de manière évidente qu'il était le proche à Emmanuel Macron, pourquoi il ne s'est pas adressé en français? Parce que vous savez que la francophonie, elle est très forte au Gabon. D'ailleurs, à chaque fois, on cesse de marteler, le Gabonais, lui, il préfère ce français sur les autres langues du pays, malgré la richesse de sa langue sur place. Parce que justement, la francophonie, elle est fortement représentée. D'ailleurs, la source de la France-Afrique et de la francophonie, c'est le Gabon. Évidemment, vous avez entendu Emmanuel Macron qui expliquait que la francophonie a été créée par des chefs d'État qui ne sont pas du tout français. Eh bien, ce sont les Bongo, ce sont les Aimé Césaire, ce sont pas les Aimé Césaire, ce sont les Léopold Sédar Senghor, ce sont tous ces présidents de l'indépendance. Ce sont eux qui ont eu l'idée de cette francophonie, de sa création. Ce qui explique que comment s'appelle le président sénégalais là, Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui soit dans l'Académie française. Bon, bref. Il ne s'est pas adressé en français à sa population, alors que si toutefois il s'adressait à ses militants, il se serait adressé à ses militants en français. Si toutefois il s'adressait à ses collaborateurs, à ses amis français, il se serait adressé à eux en français. Mais il choisit de s'adresser à eux en anglais parce que il espérait que la Chine puisse l'aider parce que ses communications, il ne parle pas mandarin, il parle en chinois. Voilà, c'est la Chine qui a été la première à se manifester. Il espérait avoir aussi le soutien des Arabes parce que justement depuis un certain temps, c'est lui le chef justement de cette conférence islamique dont il dirige la direction et c'est purement politique le fait qu'on parle de lui sur le côté islamique. Et c'est qu'il faut savoir aussi qu'en termes de croyance, le Togo n'a pas une forte communauté musulmane. Le Togo, les musulmans sont minoritaires. Ce sont les chrétiens, les catholiques et les animistes qui ont la cote au Congo. Ce qui d'ailleurs explique qu'au moment des indépendances, lorsque les pays arabes étaient en quête de collaborateurs, étaient en train de faire en même temps aussi l'expansion de la religion musulmane. Le cas de la Guinée, vous connaissez la mosquée Faisal, qui a été construite par le royaume saoudien, la famille des Saouds. Ensuite, ce fit la même chose, ce qui explique justement ce lien entre le royaume chérifien et ce petit pays, le Gabon. Donc, lui, Omar Bongo, a été convaincu de changer de religion pour avoir justement l'appui aussi de ces pays arabes qui ont justement contribué largement à aider ce pays. Donc, le changement de nom et de religion n'est que de forme. Vous avez vu cette vidéo. Et c'est ça aussi la particularité de ce qui s'est passé hier, c'est qu'on estimait qu'un franc-maçon n'est pas du tout quelqu'un de vincible, qui sont invincibles. Une fois qu'ils sont au pouvoir, la légende voudrait qu'ils restent jusqu'à leur mort. Eh bien, vous avez tous vu la cérémonie comment ils appellent ça, c'est pas de baptême, ils ont un nom, la cérémonie il y a une expression, vous pouvez m'aider dans les commentaires, comment on appelle cette cérémonie où c'est pas de baptême. Il y a un nom, il me vient, je l'ai au bout de la langue, mais à chaque fois que je vais sortir le nom, c'est pas baptême, c'est pas canonisation non plus, c'est, comment s'appelle ce rituel où les francs-maçons, ils font, c'est pas le rituel. Il y a Mohamed Ali Diallo qui est en train de dire rituel, c'est pas un rituel, c'est l'initiation d'initiation. Je pense pas, c'est intronisation justement. Intronisation, communion, cérémonie d'initiation. Voilà, cette cérémonie d'initiation de ce... non, parce que c'est en fait, c'est une fratrie. Le jour où on dit que tel frère, c'est un rituel
c'est pas baptismal non plus. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez vu où justement, il reçoit, comme à l'image, parce que vous savez, les francs-maçons, ils disent que c'est justement le roi Salomon, la façon dont il était en train de gérer son pouvoir qui était infini, qui gouvernait terre, ciel, mer, qui gouvernait les hommes, les animaux et les esprits. On estime que c'est ce pouvoir dont ils sont investis, qu'ils sont en train de perpétuer dans la fratrie de tel frère à tel autre, c'est ce qu'ils font. Justement, consécration, voilà, c'est le mot consécration. Et cette cérémonie de consécration, merci beaucoup Florentin, beaucoup, certainement c'est un Gabonais qui connaît très bien les rouages, peut-être même c'est un franc-maçon, qui est en train de nous suivre. Coucou à nous, à tous nos abonnés qui nous suivront de par le monde. Justement, dans cette cérémonie, nous avons vu encore une autre légende tomber, c'est qu'on dit qu'un franc-maçon ne tombe jamais, une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est à vie. Lui, justement, c'est un franc-maçon. Or, la franc-maçonnerie, elle est contraire à la religion musulmane. Donc, vous comprenez en filigrane de cette explication, c'est que cette conversion de la famille Bongo à la religion musulmane n'était pas une conversion entière. C'était une conversion que certains d'ailleurs appellent de façade. Bon, de toutes les façons, ça, ce sont des détails qui n'ont pas forcément une grande incidence sur cette explication que nous voulons vous faire. Mais comme j'ai dit encore une fois, cette révolution de palais, c'est une révolution gabono-gabonaise, si l'expression existe, et il faut suivre son évolution. Il est très tôt d'applaudir ces militaires parce que nous qui sommes de la Guinée, nous connaissons très bien ce qui s'est passé. Et pour revenir justement à cette organisation faite par les opposants, c'est que justement ce Harbert, ce monsieur Ossa, était un candidat tout simplement pour aller défier Ali Bongo dans les urnes, ce qu'ils ont pu faire, et ils ont pu aussi avoir des preuves de la mascarade électorale qu'ils vont exhiber, et c'est ce qui va être utilisé justement en procès contre les organisateurs. Il y aura un rabattage des cartes, donc des nouvelles élections où Jamping sera candidat de nouveau, ce monsieur Ossa sera de nouveau candidat et d'autres partis encore, mais cette fois-ci que ce soit des élections qui vont être organisées de manière transparente avec l'implication des observateurs étrangers, mais aussi avec des experts en matière de vote, parce que pour la première fois certainement, le Gabon assistera à sa toute première élection présidentielle transparente, indépendante et souveraine. Ça va être pour la première fois. Pourvu que ce colonel puisse jouer le rôle de Rawlings, c'est-à-dire rétablir l'ordre, ne pas se présenter, ne pas être tenté par un règlement de compte, qu'il ne fasse pas du tout de chasse aux sorcières, et c'est justement le message et l'appel que nous lui lançons. Nous étions au courant de quelque chose qui se préparait. Si vous avez remarqué, même dans le discours de M. Macron avec les ambassadeurs, il a martelé, il a justifié l'appui au Niger en insistant sur un fait, c'est que c'est un président démocratiquement élu et dont les élections se sont déroulées il y a moins de 2 ans. Ce détail était important. Ce qui veut dire qu'il s'attendait à ce qu'il y ait ce coup d'État et que lors de ce coup d'État, si justement la position de la France sera mitigée ou bien elle sera moins ferme, que cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu d'élection au Congo, au Gabon. Donc comprenez que lui étant préventif sur sa communication, sachant très bien qu'en politique, la communication peut vous rattraper, il a insisté sur cet aspect-là. C'est que, contrairement à Bongo aujourd'hui, Bazoum était élu, il n'y a pas eu de contestation, les élections ont été validées, et ça fait moins de 2 ans depuis qu'il est élu. Or lui, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un forcing auquel il avait prévenu son ami. Il s'est entêté, il y a eu maintenant cette révolution de palais, il y a eu ce coup d'État, donc ce clan n'a que ses yeux pour pleurer. Sincèrement, on ne pensait pas du tout que ce direct allait être long, mais pour un souci de transparence et d'explication, nous avons pris tout ce temps et nous avons privé nos abonnés habituels où nous nous expliquons en français. Et comprenez que si mon français est un peu tordu, c'est que depuis un certain temps, je suis polyglotte, je suis plus dans l'anglais que le français. Et dans la zone où je suis, je ne rencontre quasiment aucun francophone. Donc, n'eût été ces médias, n'eût été ces communions, j'aurais perdu mon français il y a très longtemps. Donc, je suis dans une zone, je suis ici aux États-Unis, où je ne rencontre pas de francophones. Je suis dans une ville
où il n'y a pas d'études francophones, donc ne me posez pas de questions c'est où, mais sachez très bien que c'est un vent, un nouveau souffle qui est en train de souffler l'Afrique. Yako à ces panafricains, particulièrement à Semi Seba dont on a écouté aujourd'hui le direct qui était très amer, qui était en train de se justifier malgré tout à ses abonnés parce que lui-même il reconnaît qu'il a reçu des tonnes de messages dans sa boîte, dans sa messagerie, parce que justement il y en a qui sont devenus perdus, qui se posaient des questions après nous avoir vendu tout cet espoir, nous avons festoyé, nous avons dansé, puis finalement on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'il se justifie. Nous ne venons pas nous justifier ici, nous venons nous expliquer. Nous venons expliquer justement à cette jeunesse que contrairement à ce qu'on est en train de vous vendre, le Gabon n'est pas membre de la CEDEAO, donc cette affaire ne concerne pas du tout le CEDEAO, encore moins son président Tinibou. Donc Tinibou n'a rien à voir, c'est une affaire de la CEMAC. Et cette CEMAC-là, des pays, c'est des pays de l'Afrique centrale, et cette Afrique centrale, justement, a d'autres pays qui ne sont pas du tout membres de la CEMAC, mais qui sont dans l'Afrique centrale. Donc c'est à eux de régler ce problème, on n'a rien à voir dedans. La France, encore, pour parlant de situation qui n'a rien à voir, la France n'a rien à voir ni dans l'organisation du coup, ni dans son exécution, ni après le coup. Donc, parlant justement d'après le coup, ce qui va arriver, on ne peut pas du tout le prédire, mais ce qui est certain, c'est que ce colonel a enclenché un nouveau virage de l'histoire du Gabon. Nous allons l'observer et nous allons en fait souhaiter bonne chance à tout le monde. Sauf que si nous nous en tenons à notre expérience en Guinée, on avait applaudi un coup d'État qui était fait par un colonel qui était membre justement du système. Et nous lui avons donné du crédit, sauf que moins de 2 ans après, il nous a déçus. Donc soyez très vigilants, vous Gabonais. Ne croyez pas du tout aux promesses. Soyez pragmatiques. Jugez les personnes pas par leurs paroles, mais dans leurs actes. Soyez vigilants, comme on a dit encore une fois. Et ce qu'il convient pour les Guinéens qui sont en train de suivre, c'est que ce qui se passe là au Gabon aurait pu se passer en Guinée il y a 3 ans, donc en 2020. Mais à cause de ces intérêts ethniques, à cause de cette manipulation ethnique, Doumbouya et tous ses sbires ont refusé de rétablir Aladji Cellou Dalein dans les élections. Et pire encore, il ne l'a pas rétabli, il a préféré faire une cabale contre lui. On l'a évincé, on l'a évincé de sa maison, on a détruit cette maison pour ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent ce qui s'est passé en Guinée. Et ce monsieur aujourd'hui, comme d'autres politiciens, sont en exil aujourd'hui. Et le but justement de ce CNRD, qui est le conseil putschiste qui est au pouvoir en Guinée, fait tout pour non seulement disqualifier le parti au pouvoir, le parti de M. Alpha Condé, qui est un opposant historique que vous devez connaître certainement, pour évincer aussi son challenger qui était le victorieux de 2020, mais aussi le troisième qui venait, qui est un ancien premier ministre de surcroît, un homme politique très connu d'ailleurs, à qui parfois on attribue des liens avec le Gabon, c'est M. Sidia Touré. Donc vous voyez combien de fois il peut y avoir un détournement de l'objectif initial, il peut y avoir un détournement des promesses, donc soyez vigilants en un mot. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre ce direct. Rendez-vous est donné la nuit à 20h30, Inch'Allah, ou 21h pour un autre direct, cette fois-ci qui sera exclusivement en poulard, enfin qui balancera le poulard au français, où nous vous expliquerons justement les causes des déboires de M. Bazoum, pourquoi M. Bazoum a été justement... pourquoi il a fait l'objet de cette tentative de coup d'État et quels sont les enjeux aujourd'hui qui attendent le Niger, surtout qu'aujourd'hui vous avez suivi cette déclaration caustique de la part de la part de ces putschistes, parce que ce ne sont pas des autorités, ces putschistes nigériens qui rébellotent encore et qui menacent d'expulser l'ambassadeur de la France après avoir donné un ultimatum qui est échu depuis maintenant bientôt 48 heures. Merci à vous et à la prochaine.